Merci de nous rejoindre sur la RTG depuis Kinshasa. Soyez les bienvenus dans ce journal. En voici les principaux titres. Célébration de la journée internationale de l'infirmière à Kinshasa. Elle s'est déroulée sur fond des revendications de la reconnaissance de la profession. La corporation a déposé un mémorandum à l'Assemblée nationale pour la création de l'ordre des infirmiers. Un rapport d'experts indépendants des Nations Unies qui dénonce le retard et les défaillances de l'Organisation mondiale de la santé dans la gestion de l'épidémie d'Ebola. Ce rapport débouche sur la mise en place d'un fonds d'urgence et d'une force d'intervention sanitaire. Le gouvernement congolais a décidé de protéger sa biodiversité car unique au monde. L'importance de cette mesure sera expliquée dans le point sur l'environnement, une rubrique de la seconde partie de ce journal avec Dieudonné Sidia. Les infirmiers continuent à réclamer la reconnaissance de leur profession. Ce 12 mai, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'infirmière, ils ont déposé un mémorandum auprès du président de l'Assemblée nationale pour la création de l'ordre des infirmiers. Bien avant, ils ont organisé un grand défilé. Clarisse et Coco Kapalai avec Baudry Mata. Ils ont bravé la pluie pour célébrer la Journée internationale de l'infirmière. Ces hommes et femmes venus de tous les hôpitaux et écoles de formation ont défilé devant les autorités, une façon d'exprimer leur joie. Mais ils veulent, mordicus, la reconnaissance de leur profession au travers l'ordre des infirmiers. Le ministère de la Santé publique promet de les accompagner dans le processus. Une association ne peut pas punir. Aujourd'hui en RDC, nous avons beaucoup d'expatriés qui viennent travailler comme infirmiers. Une association n'a pas le pouvoir. Voilà pourquoi le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé, soutient et va porter ce projet jusqu'au bout pour que nous ayons cet ordre. Nous espérons que l'année 2015 ne se terminera pas et que cet ordre va être créé. La détermination pour la création de l'ordre des infirmiers a poussé ces hommes et ces femmes à déposer un mémorandum auprès du président de l'Assemblée nationale pour cet organe régulateur. Nous sollicitons le plaidoyer auprès du président de l'Assemblée nationale par rapport au projet de la création de l'ordre des infirmières et infirmiers du Congo. Pour organiser la profession et protéger le public. Parce qu'il n'y a aucune loi qui définit qui est infirmier, qui ne l'est pas dans ce pays. Au travers de ce texte de loi, nous disons un organe régulateur, c'est pour qu'on puisse définir qu'est-ce qu'est être infirmier en RDC, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. C'est l'ordre qui vous donne l'autorisation d'exercer et l'ordre peut vous retirer votre autorisation d'exercer si vous commettez des gaffes sur le plan déontologique ou sur le plan éthique. La Journée internationale de l'infirmière 2015 est placée sous les thèmes « Les infirmiers au centre de la couverture sanitaire universelle ». Et la Journée internationale de l'infirmière est une occasion pour les infirmiers de réaffirmer l'attachement à leur travail. Mais en quoi consiste leur travail? Quelles sont les tâches auxquelles ils doivent s'atteler chaque jour? Tentative de réponse dans ce reportage de Léontine Kazamouali et Jacques Moulouba. Dans un hôpital, l'infirmière constitue un maillon important de l'équipe médicale. Prévenir, guérir et soulager, voici en quoi consiste son travail au quotidien. Elle reçoit le malade, elle collabore avec l'équipe soignante et participe au projet global de soins. Elle a aussi le devoir de surveiller les équipements, gérer les stocks de médicaments et des dossiers. Son travail lui exige une grande ouverture car elle doit dialoguer avec le patient. Cela lui permet d'assurer un accompagnement et un soutien psychologique. Le travail de l'infirmière, c'est un travail d'avoir une bonne volonté de travailler. Puisque les malades que nous surveillons, les malades que nous soignons, ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils sont très tachytiques, ils sont très malades. Donc, l'infirmier doit faire tout à leur place. Comme tout travail, le métier de l'infirmière renferme des dangers. On peut s'infecter facilement. Voilà, par mégas, ils vont vous piquer. Ça, vraiment, en faisant l'urgence, c'est très facile. Vous pouvez vous contaminer, donc si vous ne faites pas les précautions universelles. Et vous pouvez aussi transmettre cette maladie à la maison, à la famille. Donc, quels qu'en soient les défis ou les dangers, le travail de l'infirmière reste un travail d'équipe.
L'infirmière participe donc au quotidien à l'amélioration, au maintien et à la restauration de la santé d'un malade. On boucle ce chapitre avec ce groupe d'experts indépendants des Nations Unies qui dénonce le retard et les défaillances de l'Organisation mondiale de la santé dans la gestion de l'épidémie d'Ebola. Dans un rapport publié lundi, ces experts recommandent à l'OMS de mettre en place un fonds d'urgence ainsi qu'une force d'intervention sanitaire. C'est un commentaire de Fanny Anifaka Semwana avec Esther Mpezo-Omba. C'est depuis le 9 mars dernier que les Nations Unies avaient mis en place un groupe d'experts indépendants pour évaluer tous les aspects de l'action de l'Organisation mondiale de la santé face à l'épidémie à virus Ebola. Ce groupe de 7 experts a rendu public son rapport dans lequel il fustige le retard et surtout les défaillances de l'OMS dans la gestion de l'épidémie d'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie d'Ebola une urgence de santé publique mondiale seulement le 8 août 2014, alors que des avertissements précoces avaient été lancés depuis le mois de mai et juin 2014. Le groupe d'experts ne comprend toujours pas pourquoi ces alertes n'ont pas abouti à une réponse adéquate et sérieuse. Un autre dysfonctionnement concerne la riposte internationale qui n'a pris de l'ampleur qu'en septembre 2014, lorsque l'ensemble du système des Nations Unies avait réagi et une autre structure, à savoir la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, avait été créée. En outre, ces dénonciations, des accusations et des manquements, le document fait aussi des propositions concrètes. Les experts demandent par exemple de renforcer la capacité opérationnelle de l'OMS en mettant sur pied un fonds d'urgence ainsi qu'une force internationale d'intervention sanitaire qui pourrait être mobilisée immédiatement. Il est aussi recommandé à l'organisation de mettre en place une équipe pluridisciplinaire qui serait déchargée de ses autres fonctions pour mieux répondre à l'urgence. Enfin, une structure de commandement claire et unique au sein de l'OMS doit être créée le plus tôt possible. L'épidémie d'Ebola a fait plus de 11 000 morts en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, les 3 pays ouest-africains les plus touchés. La publication de ce rapport intervient au moment où l'OMS a annoncé la fin de l'épidémie au Libéria. Il faut noter que les États membres de l'OMS se réuniront en Assemblée générale annuelle le 18 mai prochain. Autre chose maintenant, l'éducation dans le monde est encore loin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Cette affirmation ressort du rapport mondial des suivis sur l'éducation pour tous récemment publié par le bureau de l'UNESCO en République démocratique du Congo. C'est un commentaire de Irène Moussouné et Esther Mpezo-Omba. 15 ans après avoir analysé la mise en œuvre des objectifs assignés en matière de l'éducation en début du millénaire aux assises de Dakar, ce premier rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous révèle que la situation de l'éducation au monde est encore alarmante. Au-delà de quelques progrès enregistrés jusque-là dans certains pays, plusieurs défis restent à relever dans ce secteur en tenant compte de 6 objectifs préalablement définis, notamment l'évaluation et la protection de la petite enfance, l'enseignement primaire universel, les compétences des jeunes et des adultes, l'alphabétisme des adultes ainsi que l'égalité de sexe. Actuellement, l'on note 781 millions d'adultes analphabètes dans le monde, dont 2 tiers sont les femmes, 58 millions d'enfants non scolarisés et 100 millions en rupture scolaire. De ce qui précède, ce rapport conclut que seulement un tiers des pays ont atteint tous les objectifs de l'EPT et la moitié seulement a atteint l'enseignement primaire universel. L'Afrique subsaharienne et particulièrement la RDC serait encore en deçà du seuil fixé et donc loin d'atteindre les 10 objectifs en ce qui concerne les aspects liés à l'éducation inclusive, la prise en charge des enfants marginalisés et ceux vivant dans des zones en conflit, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'éducation préscolaire et la mise à profit d'éthique. Les États et les différents partenaires dans ce secteur sont appelés à allouer des budgets conséquents à l'éducation, moteur du développement après 2015. Ce document ainsi publié servira désormais de repère aux États du fait qu'il renferme des indicateurs fiables susceptibles de dégager des plaidoyers nécessaires.
Acquitté par la Cour pénale internationale, Mathieu Ngunjolo, ancien milicien de l'Ituri, est rentré lundi à Kinshasa en début de soirée. Aussitôt arrivé à l'aéroport international d'Njili, Mathieu Ngunjolo a été interpellé par les services de sécurité. Notre confrère Jean-Pierre Kayembe a décrypté ce sujet dans le 12-13. Je propose de revenir sur son commentaire. Il faudra d'abord dire que Mathieu Ngunjolo aura passé presque 2 mois au centre de rétention à l'aéroport d'Amsterdam où il attendait justement l'asile qui par la suite lui a été refusé par les autorités néerlandaises. Je donnerai les raisons dans mon intervention, mais quand il est arrivé hier à Kinshasa, il a été pas arrêté comme tel, il a été interpellé. Je l'ai bien dit, Jean-Pierre. Interpellé pour juste une séance de débriefing. Il devra quand même faire part au service de sécurité de la manière dont la procédure s'est passée au niveau de la Cour pénale internationale. Ici, il faudra rappeler que Mathieu Ngunjolo, qui est pratiquement le tout premier prévenu à être acquitté au niveau de la CPI, il est revenu dans son pays, il n'a pas de démêlés judiciaires avec les pouvoirs congolais en dépit de certaines craintes de sa défense qui craint des représailles entre guillemets par rapport à des dépositions ou par rapport à ce qu'il a dit dans ses comparutions au niveau de la Cour pénale internationale pendant son procès. Mais encore, il faut rappeler que le gouvernement se veut rassurant. Il promet que M. Ngunjolo pourra retrouver d'ici quelques heures femmes et enfants. Aucun de ses membres de famille ne l'a suivi, mais pas une destination inconnue comme telle parce qu'il est au niveau des services de sécurité. Il va subir cette séance de briefing. Il sera justement soumis à un interrogatoire au niveau des services de sécurité et pourra être relaxé bien plus tard. Et d'ailleurs, ce matin, le porte-parole du gouvernement que j'ai eu personnellement, au téléphone, c'est voulu plutôt rassurant que monsieur n'a causé aucun préjudice au gouvernement congolais. Le gouvernement ne se rapproche de rien dans tout ce qu'il a dit parce que dans ses dépositions au niveau de la Cour pénale internationale, il a dit que dans l'attaque de Bogoro en février 2002, entre 2002 et 2003, il était soutenu par le gouvernement congolais qui voulait à tout prix reprendre cette cité conquise par l'UPC et Thomas Lubanga. Mais dans tous les cas, la Cour pénale internationale n'a pas pu établir la responsabilité pénale de M. Ngunjolo dans cette affaire. C'est donc là le commentaire de notre éditorialiste Jean-Pierre Kayembe qui intervenait dans le 12-13. Au Parlement, les directeurs et les chefs des cabinets de l'Assemblée nationale ont bénéficié des véhicules lundi 11 mai. Cette dotation du bureau de la Chambre basse du Parlement entre dans le cadre du renforcement de la mobilité de ces hauts cadres de l'administration. Un reportage de Martin Kayembe. Plus de 10 directeurs et chefs de cabinet de la Chambre basse du Parlement ont été dotés en véhicules par le bureau de l'Assemblée nationale. Le questeur adjoint qui a présidé la cérémonie de la remise a exhorté les bénéficiaires en un bon usage. Il a également remis les véhicules de transport pour les agents de l'administration de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général qui a réceptionné ces véhicules a, au nom de tous, remercié le président Baminakou et son équipe pour avoir songé aux agents et cadres de la Chambre basse du Parlement. Nous voudrons réitérer nos remerciements à l'endroit de tous les membres du bureau et principalement à l'endroit de l'honorable président de l'Assemblée nationale qui montre à la face de tout le monde qu'il a vraiment la volonté de doter le personnel de l'Assemblée de moyens nécessaires pour lui permettre de bien accomplir son travail. Aujourd'hui, nous avons reçu le véhicule pour les directeurs et les chefs de cabinet. Dans quelques jours, d'après ce que l'honorable président nous a rassuré, les autres membres du personnel, à savoir le personnel du bureau d'études et les chefs de division, ils auront également des moyens de déplacement pour leur permettre de bien faire leur travail. Donc vraiment, au nom de l'ensemble du personnel de l'administration de l'Assemblée nationale et au nom de ceux qui viennent d'être désignés, pour moi-même, nous tenons à remercier encore une fois le président
et les membres. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet, du président de l'Assemblée nationale et des cadres de cette chambre parlementaire. On parle politique dans ce journal tout à l'heure avec mon invité. Il s'appelle Jean-Jacques Mamba. Il est porte-parole du mouvement de libération du Congo. Mais avant de les prendre, je voudrais que nous prenions d'abord ces points de presse qui a été organisé par les syndicalistes de la Générale des Carrières et des Mines. Nous refusons de mourir et la relance de la production à la GECAMINE est possible. Ces propos sont donc de l'intersyndicale de la Générale des Carrières et des Mines. Il reconnaît les efforts menés par les uns et les autres. Il veut être accompagné par l'État congolais. Clarisse et Coco Kapala. Ils tiennent au redressement de la GECAMINE. Ces syndicalistes pensent que les géants ne peuvent se réveiller que grâce à l'accompagnement de l'État congolais. Il y a la détermination des travailleurs. Vraiment, nous insistons là-dessus. La GECAMINE égorge une personne qualifiée, une personne déterminée à pouvoir élever le niveau de production. Le comité de d'organisation, le comité de direction s'investit aussi pour mettre à la disposition des travailleurs les outils nécessaires pour nous permettre à réaliser la production. Avec 36 000 employés et 10 millions de tonnes certifiées du cuivre en termes de réserves minières, les efforts sont fournis, les ciels s'éclaircissent, croit-il. Aujourd'hui, nous avons plus de 5-6 millions de tonnes sèches. C'est ce qui fait que l'espoir est revenu. Et lorsque vous avez les gisements, vous avez les réserves certifiées, eh bien, c'est question des capitaux frais. En croit ces syndicalistes, les conditions de travail s'améliorent petit à petit. La GECAMINE continue à soutenir les budgets de l'État. Nous avons pris une stratégie et cette stratégie, c'est d'aller toucher à ceux-là qui ont la décision. Comme vous le savez bien, la GECAMINE, c'est une société, la GECAMINE a comme actionnaire, le seul actionnaire de la GECAMINE, c'est l'État congolais. Et qu'il y a une amélioration sur ça ou ça à ce moment-là, nous, de l'autre côté, nous pouvons avoir une production améliorée. Quant à la lettre ouverte adressée au notable Katangui sur la GECAMINE, ces mandataires des agents de la GECAMINE pensent que c'est un trac pour créer la confusion chez les travailleurs. Sur 85 agents qui devraient aller à la retraite, 200 ont pu avoir leur pension sans problème. Toutes ces autorités. Jean-Jacques Mamba, bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous êtes porte-parole du mouvement de libération du Congo. Dites-nous d'abord comment se porte votre parti aujourd'hui? Écoutez, notre parti va très bien. Comme vous avez pu le constater, nous sommes dans une fièvre électorale, c'est-à-dire que nous préparons la liste pour nos différents candidats, différents échelons. Donc à ce niveau-là, je pense que tout fonctionne correctement. Et d'un point de vue purement stratégique, nous sommes en train aussi de cogiter pour voir comment est-ce que nous allons proposer cette alternative crédible, c'est-à-dire gagner les élections et monter au perchoir pour proposer quelque chose de meilleur à notre population et à ceux qui nous soutiennent. Nous sommes dans une fièvre électorale, vous l'avez dit, mais il y en a qui pensent que les élections vont être un peu, je veux dire, mises de côté avec ces dialogues dont on parle de plus en plus. Est-ce que votre parti a été consulté pour un éventuel dialogue entre acteurs politiques? Oui, effectivement, nous avons reçu la visite de l'émissaire du chef de l'État, que nous avons très bien accueilli, parce que bon, finalement, le chef de l'État a la responsabilité de s'assurer que tout fonctionne à merveille. Et de là, nous avons donné notre point de vue. Parce que je viens de vous parler de la fièvre électorale. Donc pour nous, il s'agit essentiellement d'avoir une posture d'échange. Et c'est une posture que nous avons depuis très longtemps. C'est-à-dire d'échange sur des questions liées au processus électoral. Rappelez-vous que la disposition 22.11 à l'article 19.1 parle de l'amélioration du processus électoral, notamment un focus sur les élections législatives et présidentielles. Donc nous sommes tout à fait ouverts à ce type de discussion. Nous n'avons pas besoin d'un format dialogue national parce qu'en fait ce pays en a connu 17 depuis la conférence de Berlin jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que le dernier en date, donc c'est-à-dire les 679 recommandations des concertations nationales n'ont pas encore été épuisées en termes d'application, que nous trouvons inopportun d'aller dans un grand format de dialogue. Pour autant,
que nous sommes tout à fait ouverts, parce que vous avez remarqué que nous avons déposé un mémo au niveau de la CENI quant à la faisabilité du scrutin, notamment pour les locales et le municipal. Donc le MLC reste ouvert pour des discussions, parce que je crois que les discussions doivent être permanentes dans un État démocratique. Discussions ouvertes par rapport à la constitutionnalité, par exemple l'enrôlement des nouveaux majeurs, les délais constitutionnels, notamment pour les élections présidentielles, sur la faisabilité, c'est-à-dire les moyens dont dispose l'État pour organiser sans qu'il y ait après des euphories ou des formes comme ça de violence post-électorale comme on a vu en 2011, sur la crédibilité du scrutin, parce qu'il ne suffit pas d'organiser un scrutin, mais il faut qu'il soit opposable à tous dans sa version de transparence, dans sa version finalement d'acceptation par tous les acteurs des résultats. Du Congo, les élections doivent être le seul point qui devrait être inscrit à l'ordre du jour de ce dialogue. Effectivement, parce qu'au fait, nous épiloguons par le dialogue le plus important, c'est la dialectique électorale. C'est-à-dire que la majorité va venir rendre compte pendant la campagne électorale de sa gestion, entre guillemets, je veux dire calamiteuse pendant les 10 ans, et l'opposition vient avec un projet d'alternance. Ça, c'est tout le dialogue finalement que nous attendons, parce que finalement, nous sommes en démocratie, nous avons des textes qui nous mettent d'accord, dont la Constitution, et nous sommes en pleine pré-campagne électorale, donc nous allons bientôt commencer et entamer les premières campagnes électorales pour les provinciales. Je pense que le peuple qui s'est mobilisé le 19 et le 21 janvier attend de nous que nous aboutissions à ce calendrier et nous félicitons la CENI d'avoir produit un calendrier global donc qui va jusqu'aux élections présidentielles. Je pense que nous sommes dans une logique d'apporter un projet crédible et différent pour résoudre les problèmes des Congolais que vous connaissez. Et si notre sujet venait être inscrit à l'ordre du jour de manière prioritaire lors de ces dialogues, parlons clairement, on parle de plus en plus d'un glissement auquel on doit s'attendre, et si cela était inscrit à l'ordre du jour, quelle serait la réaction du mouvement de libération du Congo? Bon, j'ai déjà commencé par vous dire que nous ne sommes pas demandeurs de dialogue, et surtout pas pour des questions qui violent nos textes, c'est-à-dire que le glissement il est anticonstitutionnel. Donc nous respectons la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu leur vie pour protester. Nous avons avec les dernières énergies participé à tous les débats concernant la modification de la Constitution ou les hypothèses de glissement. Donc nous sommes tout à fait contre ce genre de choses, et nous pensons bien que les acteurs de l'opposition dans leur ensemble sont contre cela. Maintenant, on peut inscrire ce qu'on veut à l'ordre du jour. Nous ne sommes pas demandeurs de dialogue, mais ce que nous disons, c'est que le parti MLC, qui est un parti républicain, reste ouvert à toute forme d'échange qui conduirait à l'amélioration du processus électoral quant à sa crédibilité, sa faisabilité, sa constitutionnalité. Et en dehors de ces discussions-là, nous ne sommes pas intéressés par quelconque autre discussion par rapport à la gestion du pays. Pour améliorer justement ces processus, il faudrait qu'on puisse glisser. Mais je ne comprendrai pas pourquoi on doit glisser pour améliorer un processus. Pour améliorer un processus... Les conditions soient non, le gouvernement a bien nous expliquer... Avec tous les moyens nécessaires. Mais je vous le dis, les moyens nécessaires, là, le gouvernement nous a dit il n'y a pas très longtemps qu'il a les moyens d'organiser ces élections. Nous étions tout à fait estomaqués de constater qu'il fallait 1 milliard pour les élections présidentielles, et on a vu un porte-parole du gouvernement qui dit que le gouvernement ne manque pas les moyens de les organiser. Donc dès l'instant qu'il y a les moyens, et je vois bien des spots publicitaires qui passent sur la RTNC concernant les élections provinciales, pour encourager les gens à déposer leur candidature et tout ça. Donc dès l'instant que le processus est enclenché, ce n'est pas le même gouvernement qui viendra nous dire qu'il n'a pas les moyens. Donc les moyens sont là, mais ce que nous voulons, c'est que il y ait des améliorations quant au processus, à la transparence. Je vous donne un autre exemple. Nous aimerions par exemple que les candidats de l'opposition puissent aussi porter leurs idées dans les chaînes nationales, notamment la RTNC, et je pense que pour que ce type de discussion, le MLC reste tout à fait ouvert, et nous irons bien discuter avec nos amis dans un format assez léger, parce que nous le faisons déjà, c'est une dialectique quotidienne, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours. Point besoin d'avoir un gros dialogue, genre Sun City ou concertation nationale. Commençons d'abord par appliquer ce qui a été convenu, c'est-à-dire les 679 recommandations des dernières concertations nationales. Et si on peut déjà atteindre 80%, je pense que tous les problèmes de ce pays seront résolus. Et voilà, le MLC prend part au dialogue. À l'issue de ces dialogues, le MLC trouve satisfaction à ses revendications. On lui propose de participer à un gouvernement qui doit mener le pays aux élections. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je ne vous ai pas parlé de la participation du MLC au dialogue. Je vous ai simplement dit que nous restons ouverts aux discussions, raison pour laquelle nous avions déposé un mémoire à la CENI, dont nous aimerions avoir un feedback par rapport à la faisabilité. Mais pour nous, nous restons dans une dialectique entre les différents acteurs politiques, entre les différentes institutions. Vous savez, lorsque nous avons reçu l'émissaire du chef de l'État, nous l'avons reçu comme émissaire du chef de l'État, et je pense que la présidence de la République, c'est une institution. Donc, en tant que parti républicain, nous avons le devoir et l'obligation de participer aux discussions, mais toute discussion n'est pas dialogue, parce que nous avons bien remarqué que tous les dialogues ont débouché sur ce que vous êtes en train de dire, responsabilité, partage de pouvoir. Nous n'avons jamais été intéressés. Pour votre information, vous le savez très bien, en 2006,
M. Jean-Pierre Bema, notre président national, avait perdu les élections. Je dis ça entre guillemets parce que nous estimons jusqu'à ce jour qu'il avait gagné. De manière officielle. Nous estimons qu'il avait gagné, mais à un moment donné, nous avons accepté de faire l'opposition. Oui, non, c'est juste pour référence. Donc nous avons estimé à cette époque-là qu'il fallait que nous fassions de l'opposition républicaine, c'est-à-dire que nous contrôlions l'action gouvernementale. Et en 2011, c'était pareil, c'est M. Kabila qui a gagné. Nous sommes restés dans notre groupe parlementaire, c'est-à-dire opposition à l'Assemblée nationale, dans les différentes assemblées provinciales, à faire notre travail d'opposition. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes peut-être pas prêts, et certainement pas prêts de partager le bilan de la majorité, mais nous disons, nous allons épiloguer sur une dialectique électorale qui nous mettra en face de la population, et chacun de nous, c'est-à-dire majorité, société civile et nous-mêmes, c'est-à-dire nous opposition, pourrions en ce moment-là porter nos idées et se faire juger et tamiser par la population qui a des yeux et qui a bien vécu ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Donc là, je suis en face du porte-parole du mouvement de libération du Congo. J'ai l'impression que ces discours que vous êtes en train de tenir aujourd'hui, c'est pratiquement le même discours que le MLC tenait avant les concertations nationales. Nous n'allons pas aux concertations nationales pour partager le pouvoir, ainsi de suite, bien que maintenant, il y a, même si vous les avez exclus, mais il y a des gens qui ont fait partie de votre mouvement de libération qui sont dans ces gouvernements. C'est pourquoi on se demande, après cette discussion, même si vous refusez qu'on parle des dialogues, est-ce qu'on ne pourra pas voir les MLC s'associer à l'actuelle majorité pour conduire le pays vers les élections? Écoutez, les faits que vous évoquez ne sont pas des faits isolés, parce que vous savez que dans ce gouvernement, il y a plus ou moins 15 personnes qui viennent du MLC. Nous savons comment fonctionne notre pays. Je ne vais pas porter des jugements sur les comportements des personnes, mais je dis que ces personnes se sont auto-exclues parce qu'elles avaient des démarches singulières non mandatées par le parti qui est le MLC, et la loi portant statut des partis politiques, dont en son article 4, dit bien que est réputé quitter l'opposition, tout groupement, tout individu qui va dans un gouvernement. C'est ce qui s'est passé. Bon, maintenant, on ne va pas polémiquer là-dessus. Les amis sont partis, mais je pense que nous avons une certaine forme de constance. Je vous ai parlé de 2006. Nous n'avons pas participé au gouvernement. Nous avons choisi de faire l'opposition républicaine. En 2011, nous avons gardé ce choix. Nous sommes aujourd'hui en 2015, une année avant la fin du mandat du président de la République. Je ne vois pas pourquoi on irait partager un bilan, si c'en est un, avec la majorité. Donc je pense que nous sommes dans une logique de dire une opposition républicaine constructive. Nous sommes engagés dans le processus électoral, pas de politique de chaise vide, nous présenterons tous nos candidats. Nous devons améliorer ce processus, et par rapport à cette amélioration, donc suivant le format de 22-11 des Nations Unies, article 19, nous allons donner de notre mieux, de ce que nous avons de meilleur pour donner les idées qu'il faut pour que ce soit un processus apaisé et que nous aboutissions à des élections opposables à tous et des élections crédibles. Donc je crois que ça c'est le plus important. Dernière question, on termine par là. L'MLC n'est pas la seule formation politique à être consultée par le ministère du président de la République. Plusieurs partis, mouvements d'opposition ont été consultés. Ne voulez-vous pas qu'on vous met dans un schéma d'églissement? Écoutez, je ne vais pas répondre de ce qui a été fait dans les autres formations politiques, mais je pense qu'il y a quand même une certaine forme d'émulation, une certaine forme de conscience collective au niveau de l'opposition, de telle sorte que nous disions non. Nous avions fait bloc au mois de janvier pour dire non au glissement ou au couplement du recensement à la loi électorale, en son article 8, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va se désolidariser. Je pense que nous sommes presque à bout de chemin. Nous épiloguons, comme je le dis encore une troisième fois, vers une dialectique électorale. Je pense que chacun de nous doit affûter ses armes pour aller convaincre les électeurs, parce que ce pays a besoin d'alternance, ce pays a besoin de changement, il a besoin de nouvelles énergies. Il y a eu beaucoup de démagogie ces 10 dernières années, et je suis fier de dire au nom du MLC que nous sommes tout à fait prêts pour proposer cette alternative, et je pense bien que la conscience que nous prenons, c'est une conscience contagieuse et qu'elle pourra contaminer aussi les autres grands partis de l'opposition qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup Jean-Jacques Mamba. Je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement des libérations du Congo. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Fin de la grève des faim du professeur de l'ISTEM Kinshasa Kibiswa Nopes. Ce dernier a débuté le 5 mai dernier pour revendiquer ses arriérés de salaire de 7 mois. Il a précisé avoir suivi toutes les procédures administratives, mais sans succès. Il demande alors l'implication du Premier ministre. Il était avec Abdoul Soko et Clarisse Ekoko. Ces professeurs de l'ISTEM Kinshasa que vous voyez sur ces images avec un visage affaibli n'est pas malade. Kibiswa Nopes, l'un des leaders d'opinion et président du COSEP, a changé sa façon de revendiquer ses droits. Il a déclenché une grève de la faim pour le non-paiement de ses arriérés de 7 mois. Ils m'ont demandé de leur donner le temps de suivre les dossiers et
de prendre les contacts nécessaires avec les autorités chargées du dossier et que, par respect à ces personnalités, j'ai accepté donc de mettre fin à la grève de la faim, mais la revendication demeure. Kibiswa Nopes a précisé devant la presse congolaise d'avoir suivi toutes les procédures administratives, mais sans succès. Pour 7 mois d'arriéré, quand je vous donne le montant pour un professeur, ce n'est pas grand-chose. Mais notez tout simplement que petit ou grand, ça constitue un droit. Et le droit le plus fondamental, garanti par nos textes et lois. Et même si ce n'était pas garanti par nos textes et lois, c'est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que sans cela, je n'ai pas de vie. Il faut rappeler que le professeur Kibiswa a débuté sa grève de la faim le 5 mai dernier. Nouveau massacre de 3 civils et 5 blessés à Kalunga, non loin de l'aéroport de Mavivi, en territoire de Beni, dans la nuit de lundi à mardi. Les commandements des opérations Sokola 1 à travers son porte-parole appellent la population à ne pas céder à l'intox et aux manipulations politiciennes. Le major Victor Massandi précise que la pression militaire restera maintenue sur l'ennemi afin de sécuriser les populations. Je vous propose de l'écouter. Cet ennemi a fait incursion nuitamment et a été chassé heureusement par les éléments des forces armées. Les bilans provisoires fait état de 3 morts et 5 blessés. C'était à Kalunga, à 15 km de Beni. Et malgré les efforts inlassables que les forces armées de la République démocratique du Congo ne cessent de consentir en combattant et traquant l'ennemi partout où il se trouve, malgré la complicité de ce mode opératoire connu et maîtrisé par des personnes avisées, conditionnant ainsi les missions régaliennes des forces armées, certains leaders d'opinion voudraient briser l'harmonie ou le mariage scellé entre la population et les forces armées de la République démocratique du Congo en faisant la propagande de l'ennemi au risque de décourager les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo. L'opinion doit savoir que l'agressivité de l'ennemi est comprise parce qu'il a été décapité par l'arrestation de Jamil Moukoulou et la mort de Kassada, tous deux respectivement numéro 1 et numéro 3 des ADEF. Il voudrait distraire par des tueries des civils comme des militaires isolés pour se réorganiser calmement dans la forêt. Par conséquent, les commandements des opérations exhortent à la population de Beni de ne pas céder à des manipulations politiciennes, à la propagande de l'ennemi et à l'intox, aux médias, de ne pas diffuser des messages subversifs, de ne pas désorienter l'opinion, à la société civile, de continuer à soutenir les mariages scellés entre la population et les forces armées. Aux leaders d'opinion, ils ne doivent pas se tromper de l'ennemi. L'ennemi ADF est terroriste et djihadiste. Ils doivent éviter de mêler la politique à la sécurité, éviter de faire la campagne pour l'ennemi, éviter de mener ou de propager de l'intox à Beni et ses environs. C'était là les propos du major Victor Massandi, porte-parole des opérations Sokola 1. Et notez que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, s'est rendu ce mardi à Beni après avoir été à Goma dans le Nord Kivu. Avant de se rendre à Goma au Nord Kivu, la directrice générale de la Banque mondiale a visité le lundi dans l'après-midi les installations du tribunal des commerces de Kinshasa-Gombe, un bâtiment construit avec le financement de cette institution à travers ce projet de compétitivité et de développement du secteur privé avec le concours de l'OPIREP. Sri Miliani Hydrawati a été satisfaite du projet réalisé par la Banque mondiale. Jacques-Olivier Moudoubel, Visndaya pour le reportage. Après ces entretiens avec les officiels congolais, la directrice générale et directrice des opérations du groupe de la Banque mondiale a été lundi dans l'après-midi l'hôte de marque au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. À son arrivée, elle a été accueillie par le vice-ministre de la Justice qu'accompagnait le président du tribunal et le directeur général du guichet unique de création d'entreprise. Aussitôt, une brève séance de travail avant d'entamer la visite du bâtiment. D'abord au rez-de-chaussée où est logé le tribunal de commerce. La directrice générale et directrice des opérations
a été conduite tour à tour à la salle d'audience au cabinet du président avant de parcourir les cabinets des juges et différents cabinets de greffe. Après, cap vers le guichet unique de création d'entreprise au premier niveau. Ici, Mme Sri Mouliani a sillonné dans quelques bureaux et s'est rendu compte du travail des titans abattus par ce service qui crée des entreprises en 3 jours. La Banque mondiale, à travers le projet de compétitivité et de développement du secteur privé, avec le concours du COPIREP, a construit 6 tribunaux de commerce, dont celui de Kinshasa-Gombe. Un motif de fierté pour la directrice générale. Et la création de cette cour commerciale pour les règlements des différends, ça, avec une bonne réputation, ça fera partie pour essayer de recréer la confiance de la part du secteur privé ici en RD Congo. Je crois que la Banque mondiale est très heureuse de pouvoir appuyer ces 2 choses, la construction de ces tribunaux du commerce, mais également la création de ces guichets uniques. Le vice-ministre de la Justice a plaidé pour que ce soutien de la Banque mondiale s'étende dans des provinces, notamment dans l'implantation des guichets uniques de création d'entreprises. Il faut dire que cette visite s'inscrit dans l'implication du groupe de la Banque mondiale dans la région des Grands Lacs. Et on termine la première partie de ce journal avec la société des télédistributions Strong Technologies qui a inauguré ce mardi sa première boutique en RDC. Elle est située à Kinshasa sur le boulevard du 30 juin à proximité du ministère de la Santé, non loin de la place Batetela. C'est dans ce showroom que vous pouvez acheter les récepteurs enregistreurs numériques Strong des hautes définitions ou standards. Voyez ces images de Sylvain Bété commentées par Jacques Moulouba. 6315 boulevard du 30 juin, côte à côte avec le ministère de la Santé, non loin de l'immeuble Gom Tower à la place Batetela à Gombe. C'est à cet endroit qu'est située la boutique de la société des télédistributions Strong Technologies. L'entreprise Strong propose maintenant depuis plus de 15 ans en Afrique des boîtiers qui vous permettent de recevoir gratuitement des chaînes de télévision. C'est ce qu'on appelle les chaînes en clair. C'est des chaînes qui jusqu'à présent étaient payantes en RDC parce que les entreprises dans ce secteur qui sont ici sont en situation de monopole ou de duopole. Aujourd'hui, ces chaînes-là, elles sont en réalité recevables gratuitement. Pour cela, il vous faut juste un équipement Strong Technologies qui vous permette d'accéder à ces chaînes gratuites. Il y en a plus de 150 chaînes qui sont diffusées sur l'ensemble du territoire congolais via satellite. Strong Technologies a aussi lancé son bouquet intitulé Ma Télé avec des chaînes comme France 2, TF1, TJ, Nollywood, Manga, NT1, Trace Africa et bien d'autres. Ma Télé, c'est pour les personnes qui ont la possibilité, qui ont un revenu qui leur permet de payer un abonnement mensuel. C'est-à-dire un abonnement, notre première offre c'est le bouquet Ma Télé Opti avec 13 chaînes de télévision dans l'offre. Ça c'est pour les personnes qui ont les possibilités de payer 7500 francs congolais par mois et ils auront accès à des chaînes de télévision donc retransmises par satellite. Strong, c'est aussi des chaînes locales gratuites ou en clair, parmi lesquelles RTJ World, Digital Congo, Télé 50, B1 et tant d'autres. Bien messieurs, voici maintenant le rappel des principaux titres de ce jour. Célébration de la journée internationale de l'infirmière. À Kinshasa, elle s'est déroulée sur fond des revendications de la reconnaissance de la profession. La corporation a déposé un mémorandum à l'Assemblée nationale pour la création de l'ordre des infirmiers. Un rapport d'experts indépendants des Nations Unies qui dénonce le retard et les défaillances de l'Organisation mondiale de la santé dans la gestion de l'épidémie d'Ebola. Ce rapport débouche sur la mise en place d'un fonds d'urgence et une force d'intervention sanitaire. Le gouvernement congolais a décidé de protéger sa biodiversité car unique au monde. L'importance de cette mesure sera expliquée tout à l'heure dans le point sur l'environnement avec Dieudonné Sidia. Restez avec nous sur le RTG, à l'actualité continue. Ce journal vous a